RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver en ce vendredi. Et aujourd'hui dans Dialectique, nous allons nous poser plusieurs questions. Déjà, comment prendre soin de notre chère planète? Comment éviter ce fameux réchauffement climatique? Comment calculer peut-être même notre empreinte carbone? Loin des ambiances anxiogènes, on va essayer aujourd'hui de voir comment on peut parler de la formation autour de la transition écologique. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle de Kepos. Bonjour Isabelle, comment allez-vous? Bonjour Lionel, ça va très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, surtout sur ces questions qui sont centrales. On a l'impression depuis plusieurs années, peut-être que 50 ans auparavant, ce sont des questions qu'on se posait moins, en tout cas qui étaient moins abordées dans la sphère publique et dans l'actualité médiatique. Aujourd'hui, on a l'impression que ces questions sont omniprésente. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse définir un peu les termes. De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le mot transition écologique? Alors, c'est vrai que c'est assez vaste comme terme, et moi, je dirais que ça recouvre au moins 4 choses. C'est déjà un enjeu de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, en premier lieu. Et du coup, ce qui en découle, c'est-à-dire le réchauffement climatique. En deuxième lieu, c'est aussi l'atténuation des évolutions écologiques, dans le sens où tout ce qu'on fait, nous, a un impact sur le vivant, sur la biodiversité. Et là, pour l'instant, il y a vraiment des choses compliquées qui se passent, qui sont en route. Donc, il faut vraiment en prendre bonne note et essayer de modifier nos façons d'agir aussi à ce niveau-là. Troisième chose, c'est aussi savoir s'adapter à un nouveau contexte, parce que la transition, elle est en route, elle va pas s'arrêter, elle est en marche, et du coup, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à des nouvelles façons de faire, des nouvelles manières d'agir, des nouvelles manières de vivre, tout simplement. Et puis, en dernier lieu, je dirais que c'est une démarche globale de sobriété, c'est-à-dire de repenser nos besoins, repenser nos usages et essayer de faire mieux avec moins. Voilà. Donc, parce que toutes les activités, finalement, qu'on a sur Terre ont un impact sur la planète. Parfois, on parle d'impact positif. Est-ce que c'est possible ? Ah ben oui, tout à fait. C'est possible d'avoir un impact positif sur la planète. On peut préserver des espèces, on peut essayer de diminuer notre empreinte en consommant moins, en chauffant moins pour utiliser moins d'énergie. Donc oui, bien sûr qu'on peut avoir un impact positif. Et heureusement. Alors, on va parler de Kepos. Kepos, est-ce qu'on peut avoir une brève présentation, l'histoire de Kepos, la mission et même la philosophie en matière de transition écologique et solidaire? Oui, bien sûr. Kepos, c'est avant tout une coopérative. Et c'était important pour nous d'être sous ce statut-là parce qu'on voulait vraiment être dans une dynamique collective et qui incluait d'ailleurs aussi les collectivités puisque notre statut juridique, c'est SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Et elle s'est créée, cette coopérative, avec l'idée que y avait en fait plein d'initiatives hyper positives qui naissaient un petit peu partout sur le territoire, là du Grand Nancy en l'occurrence. Et on s'est dit, c'est quand même plus simple quand on est tous ensemble pour avancer et on va plus loin en général. C'est l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et la coopérative, elle s'est vraiment créée dans l'idée de rassemblons dans la coopérative toutes les initiatives, tous les porteurs de projets, toutes les entreprises qui se créent autour de ces notions de transition écologique et de ce sujet-là pour leur permettre de grandir ensemble, d'être résilients et de prendre leur place aussi dans une nouvelle façon de faire et de consommer. Alors, et Kepos, c'est aussi dans la transmission, notamment à travers les formations que vous dispensez. Donc, Kepos se présente comme un organisme étant certifié Calliope. Tout le monde ne connaît pas ce qualificatif. Est-ce que vous pouvez expliquer ce en quoi consiste cette certification et ce qu'elle signifie pour vos formations? Oui, tout à fait. Alors peut-être préciser que du coup, on est une coopérative. Donc on rassemble des entreprises, des associations et ainsi de suite. Mais très rapidement, on s'est rendu compte aussi qu'on avait besoin d'être un organisme de formation parce qu'on était régulièrement sollicité par des entreprises privées, des collectivités, peu importe, par tout un tas d'acteurs différents qui commençaient à se poser des questions ou qui s'en posaient depuis déjà un certain temps, mais qui se disaient, maintenant c'est le moment, il faut qu'on commence à faire des choses, mais qui en même temps se rendaient compte que ils avaient peut-être pas toutes les clés de compréhension déjà du sujet, et puis de comment faire
pour en prendre en compte ces enjeux au quotidien. Du coup, c'est rapidement, ça a été assez logique pour nous de se dire il faut aussi qu'on puisse proposer des formations. Et la certification Calliope, aujourd'hui, elle est incontournable dans le monde de la formation professionnelle puisque c'est une formation certifiante. C'est une certification de qualité. Et que ça assure que les formations qu'on propose, elles vont être d'un niveau, élevé, en tout cas le niveau de qualité qu'on souhaite pour une formation professionnelle, c'est-à-dire qu'on va être très attentif à la montée en compétences des stagiaires. Donc en gros, il faut qu'ils ressortent des formations en ayant appris quelque chose et que ça leur serve au quotidien, pas simplement avoir des nouvelles idées en tête, mais aussi savoir comment les appliquer. Donc nous, on a plutôt envie de proposer ce qu'on appelle des formations actions, c'est-à-dire il y a une partie de contenu évidemment, mais il y a aussi une partie de comment je me sers de ce contenu pour l'utiliser tout de suite dans mon quotidien. Et puis cette certification Calliope, elle est importante aussi en termes d'évaluation. Ça nous permet de montrer que nos actions, elles ont un impact et qu'elles sont utiles, voilà, tout simplement. Et sur le territoire, est-ce qu'il y avait une vraie demande, un vrai besoin en termes de formation sur l'écologie ? Alors, je dirais pas qu'il y avait un vrai besoin. Je dirais que le besoin, il vient parce qu'en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sujet-là, on l'entend de plus en plus dans tous les médias, tous les jours. C'est rare qu'il y ait une journée où on n'entend pas parler d'une manière ou d'une autre de la transition aujourd'hui. Et du coup, tout le monde se pose des questions. Et quand on se pose des questions, on a besoin de comprendre. Et pour comprendre, il faut déjà savoir. Il faut déjà savoir de quoi on parle et puis avoir les idées claires par rapport à ça. Parce qu'en fait, il y a tout un tas d'informations qui sont accessibles. Mais c'est impossible de faire tout le tri. On a besoin d'avoir un espèce d'échantillonnage factuel, cadré de ce que c'est concrètement et de pouvoir partir sur des bases communes en termes de transition pour pouvoir démarrer. Et donc, la formation, pour ça, c'est une première étape qui est nécessaire, voilà. Alors, Kepos a formé plus de 700 stagiaires en 3 ans. C'est vraiment un chiffre, je pense que vous devez vous féliciter de ce chiffre. Oui, on est très contents, vraiment. C'est vrai qu'on a déjà commencé à diffuser la philosophie Kepos pas mal largement, oui, en tout cas. Oui. En tout cas, oui, c'est énorme, c'est 700 en 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de réussites ou de projets peut-être inspirants qui sont nés de ces formations ? Oui, alors moi j'en ai plusieurs en tête. J'ai notamment un exemple, l'année dernière, on avait proposé un parcours de formation sur plusieurs semaines pour faire découvrir les métiers de la transition. C'était à destination d'un public demandeur d'emploi. Et parmi les différentes personnes qui ont participé à ce stage, il y a notamment une personne qui, du coup, s'est découvert une accointance pour les énergies solaires, les énergies renouvelables. Et à la suite de son parcours chez nous, elle a pu intégrer une entreprise d'installation, enfin c'est même une coopérative qui fait de l'installation de panneaux photovoltaïques et qui développe aussi des centrales villageoises. Et elle est rentrée dans cette entreprise, elle a évolué depuis 1 an déjà en termes de poste aussi. Et donc je pense que c'est une belle réussite pour quelqu'un qui n'avait pas d'emploi. Elle a pu rediriger son cursus professionnel. Un autre exemple aussi, alors ça c'est un petit peu anecdotique, quoique je trouve ça vraiment chouette à partager aussi, c'est qu'on a fait une formation sur les tiers-lieux récemment. Et parmi les stagiaires, il y avait une personne qui était experte comptable. Et a priori, je me dis, est-ce que cette formation est utile pour vous ou pas ? Et elle me dit oui, parce qu'en fait, je me rends compte maintenant, il y a des nouveaux modèles de faire, il y a des nouvelles façons de collaborer, de faire ensemble. Et les tiers-lieux, ça se développe de plus en plus. C'est souvent des formats associatifs ou en tout cas plutôt statut de l'économie sociale et solidaire. Et elle me dit, moi, en tant qu'expert comptable, c'est des mondes qui me sont complètement inconnus. Et j'ai besoin de mieux comprendre comment ça fonctionne pour mieux les accompagner après et les soutenir dans les démarches financières et ainsi de suite. En tout cas, dans la partie plus comptable, on va dire, de leur fonctionnement. Pardon. Alors, donc, ça fait 3 ans que vous faites ces formations. Oui. Donc, vous avez commencé un peu à l'ère Covid. Oui, juste après, quoi. Oui. Enfin, au début, en fait, on a fait comme tout le monde. On s'est adapté et puis on a commencé à faire des choses en distanciel. Et puis, une fois qu'on a été un peu plus libre, ça nous a permis de repartir sur de la formation en présentiel qui, pour nous, quand même, semble
Enfin, c'est pas qu'elle semble, c'est que pour nous, c'est quand même plus important d'avoir les gens en direct parce qu'on fait mieux passer les messages, en fait, voilà, tout simplement. Et puis surtout, nous, dans formation, c'est aussi de l'expérimentation. Donc, c'est difficile d'expérimenter ce que c'est qu'un jardin ou ce que c'est qu'une plantation. Quand on est derrière son ordinateur, il faut avoir les mains dans la terre à un moment donné, quoi. Mais justement, comment on se débrouille quand on est à distance, quand on est contraint par toutes les barrières sanitaires? Comment on se réinvente et comment on fournit des formations à distance? Ah ben ça, je pense que quelque part le Covid, il a eu ça de bon, que ça nous a obligés à nous mettre à la page en termes digital. On sait déjà, je pense qu'on est quasiment tous pros maintenant des visios, parce qu'on en a au moins tous fait au moins une dans notre vie. Et puis en fait, il y a tout un tas d'outils qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas très utilisés parce que c'était pas dans les usages en termes de formation professionnelle. Donc des outils d'animation à distance qui permettent de faire du collaboratif en ligne tout simplement et qui permettent du coup de faire réfléchir et d'utiliser les mêmes méthodes pédagogiques mais traduite en digital, en fait. Et est-ce que vous pensez que cette période Covid a eu un impact sur les gens qui viennent vous voir? Est-ce que c'est une période qui a suscité de la réflexion, de prise de recul? Vous parlez par exemple de cet expert comptable qui est venu vous voir et vous étiez assez surprise. Quel a été l'impact du Covid sur les personnes que vous rencontrez? Alors, en termes de transition écologique, je pense qu'il y a vraiment eu une prise de conscience aussi pendant le Covid. Déjà de façon expérientielle. Voilà. Il y avait les petits oiseaux qui étaient revenus, on entendait la nature autour de nous, il n'y avait plus les bruits de circulation, et là, on se reconnectait déjà avec la nature, et donc on se reposait des questions. Tiens, mais au fait, je vis dans un environnement, et mon environnement, comment il va ? Et puis, on se reposait la question, il y a eu tout un tas de questions, de questionnements autour de questions fondamentales par rapport à ses besoins. Le travail, la famille, toutes ces choses-là sont revenues un petit peu dans... Enfin, on a eu le temps de penser à ces questions-là, en fait, parce que quand on était dans notre train-train quotidien, on court partout, il y a le boulot, il y a les enfants, il y a les activités, il y a les courses, il y a tout ça. Du coup, on a des journées tellement remplies, tellement rythmées qu'on ne prend pas le temps de penser, en fait, tout simplement. Et le Covid, il a permis ça, il a permis de se poser, de réfléchir et de se dire, finalement, il y a peut-être des questions importantes et on est en train de passer à côté. Et la transition écologique, c'en est une. Et je pense que ça a suscité énormément de changements, de questionnements et d'évolution professionnelle aussi, ou d'envie de faire différemment les choses en tout cas. Vous avez parlé de l'engouement pour certains sujets comme l'énergie solaire et renouvelable, les panneaux photovoltaïques. Quelles sont les thématiques clés que vous abordez lors des formations, toujours en lien avec la transition écologique? Oui, bien sûr. Alors l'énergie, c'est un sujet qui est très présent depuis un an aussi, encore plus, puisqu'on a eu toute l'actualité qui fait qu'on a eu besoin de beaucoup plus expliquer aussi comment fonctionne l'énergie finalement, parce que c'est quelque chose de très impalpable, l'énergie, on a du mal à se rendre compte d'où ça vient, comment c'est produit, comment fonctionne tout ça. Donc les gens ont besoin de comprendre aussi le fond des choses pour pouvoir aller de l'avant. De la notion d'énergie découle inévitablement la notion de gaz à effet de serre et derrière de changement climatique, donc c'est deux grands sujets aussi qu'on aborde dans toutes nos formations. Mais on aborde aussi d'autres sujets comme la biodiversité, parce que je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes dans la 6e extinction des espèces. La 5e étant celle des dinosaures, ça date. Et celle-ci est beaucoup plus rapide que les précédentes. Donc le vivant va très mal aujourd'hui et on a besoin de préserver ce vivant. Donc on a besoin de sensibiliser un maximum de gens qui ne prennent pas la mesure en fait de l'état de ce vivant autour de nous. Et puis on aborde d'autres sujets comme les ressources aussi, parce que la planète, c'est une planète finie, donc il faut à un moment donné se poser la question de est-ce qu'on n'arrêterait pas un peu de grappiller cette planète qui peut pas renouveler tout ce qu'on utilise. Qui dit ressources dit aussi déchets, donc on évoque aussi cette notion de déchets. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on les recycle, est-ce qu'on peut se passer de faire des déchets, enfin voilà, toute cette question-là derrière. Et puis on évoque aussi un sujet qui est revenu plus d'actualité cette année, c'est l'eau. Parce que ça va être un sujet aussi dans les prochaines années. On a vu avec Saint-Soline notamment. Notamment, et puis les sécheresses, les nappes phréatiques qui ne se remplissent pas, les agriculteurs qui sont en difficulté, les conséquences sont multiples. Et puis je pense que il y a vraiment besoin aussi que les gens comprennent ce qu'il y a derrière cette eau, parce que en fait, pour nous, c'est facile, on tourne le robinet, l'eau coule, et on n'a pas à se poser de questions jusqu'au moment où notre facture augmente, et là on commence à s'en poser, mais en fait, il faut s'en poser dès maintenant. Voilà.
Vous avez parlé tout à l'heure de sobriété. Là, vous avez aussi posé un sujet sur la table qui est tout à fait d'actualité, celui qui mentionne le fait que nous sommes sur une planète avec des ressources finies. Alors que on est sur une planète qui en même temps prône la croissance et la consommation. On fait de nos désirs des besoins, donc on consomme à tout va. Justement, comment concilier les deux? Est-ce que c'est possible de concilier les deux ou est-ce qu'il faut revoir totalement notre façon de vivre? Alors, ma conviction à moi, c'est qu'il faut revoir complètement notre façon de vivre. En tout cas, il faut se dire que la transition écologique, elle est écosystémique, c'est-à-dire qu'elle a un impact sur tout notre quotidien et tout ce qu'on fait tous les jours, à tous les niveaux, quand on mange, quand on se lève, quand on se déplace, quand on se chauffe sa maison, quand on va en vacances, peu importe, quand on va voir un spectacle, tout est intimement lié à ces notions et ces enjeux de transition écologique. Ma conviction à moi, c'est qu'il faut vraiment repenser nos façons de vivre, nos façons d'être au monde, tout simplement. Mais je sais que c'est un gros chantier, ça va être compliqué, et puis on va pas pouvoir tout faire en même temps. Donc moi, je dis simplement, si on se met en route, si on est dans cette démarche-là, c'est déjà un premier pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas révolutionner et devenir 100% hyper vertueux pour la planète du jour au lendemain, mais si on se dit déjà on se pose la question et qu'ensuite on commence à faire une première chose qui va dans le bon sens, alors si tout le monde fait ça, on va y arriver, quoi. Et sur ce chantier-là, quelle est j'ai envie de dire, l'action prioritaire qu'on peut faire déjà à petite échelle ou à titre individuel pour éviter que cette planète ne succombe à cette fièvre, entre guillemets? Si je devais donner deux actions prioritaires, je dirais vraiment être sobre dans ses consommations d'énergie. Parce que du coup, si on consomme moins d'énergie, on produit moins de gaz à effet de serre, on participe moins à ce réchauffement global. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et la deuxième chose, ce serait vraiment réfléchir à toutes nos actions, en quoi elles impactent le vivant au quotidien. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un jardin? Oui, non. Si j'ai pas de jardin, est-ce que je peux mettre des petites plantes pollinisatrices sur mes balcons pour que les abeilles puissent avoir à manger? Si j'ai un petit jardin, est-ce que je l'ai aménagé ou pas? Si oui, est-ce que j'ai fait une petite cabane pour les insectes, pour les hérissons, un coin refuge pour la biodiversité? Enfin, il y a des choses assez simples à faire. Encore faut-il avoir conscience que c'est utile et que chacun peut faire sa part par rapport à ça aussi. Bon, en tout cas, merci pour ces recommandations. Donc, Isabelle de Kepos, qui aujourd'hui sur RCN prend la température de cette planète malade. Il y a un artiste, une autre personne qui prend aussi la température de cette planète et il le fait à travers son morceau La Fièvre et il s'appelle Julien Doré. On va l'écouter. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter La Fièvre de Julien Doré qui se plaint de l'état de la planète, en tout cas qui constate l'état de la planète et un constat qu'on partage aujourd'hui avec Isabelle de Kepos à travers la formation à la transition écologique. Et toujours avec Kepos, j'ai eu l'occasion d'interviewer votre collègue Damien qui m'a parlé de biodiversité. Moi, c'est Damien Pelletier, je suis chargé de projet pour la coopérative d'intérêt collectif Kepos, qui est basée à Vendeuvre. Et mon travail à moi, c'est spécifiquement l'aménagement du territoire et la dynamique citoyenne. Alors, au niveau de Kepos, quelles sont les actualités en termes de biodiversité ? Alors, la biodiversité, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, dans une certaine mesure, surtout sur l'aménagement du territoire, puisque aujourd'hui, on se spécialise un petit peu sur la réhabilitation de friches urbaines, qui globalement peuvent être des espaces ou pollués ou très anthropisés, avec très peu de vie. Et l'idée pour nous, c'est de mettre en musique finalement les différentes compétences de la coopérative pour revégétaliser, remettre la biodiversité au cœur des villes. Vous avez aussi des projets en ce qui concerne les jardins.
Alors les jardins, on en anime et on en fait plusieurs en fait aujourd'hui, puisqu'on a eu la chance d'avoir un terrain, une friche de 2000 m² qui nous a été mise à disposition à Vendôme, sur laquelle une des parties de ce qu'on devait faire c'était du jardin partagé. Nous on a été un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on a inversé le schéma classique de on construit un lieu et on s'intéresse à l'usager après. Là, on est plutôt parti des besoins de l'usager pour construire le jardin. Donc, le jardin partagé qui se trouve dans le quartier Bianca-Maria, qui s'appelle joliment le Quarail. Il a été baptisé comme ça par les habitants. Le Quarail, c'est le lieu de rencontre, en gros, le lieu de débat et de réunion en patois lorrain. À aujourd'hui, ce terrain, j'ai plus de 200 citoyens, entreprises, associations, jeunes déscolarisés, personnes en insertion qui sont venus travailler à son aménagement sur 2 ans. Donc, on a un terrain qui aujourd'hui a une biodiversité qui explose et puis un collectif de 80 jardiniers du département qui viennent de façon soit très régulière, soit un petit peu en mode papillon pour y cultiver, suivre un atelier thématique qu'on peut donner, puisqu'on donne des ateliers de l'ordre d'une 30aine par an, gratuitement à celui qui a envie de venir travailler avec nous. Et vous parlez des besoins des personnes, des habitants. Quels étaient-ils? Est-ce qu'on a quelques exemples de besoins? Alors en fait, c'est assez amusant parce que quand on a proposé ce jardin, tout le monde était emballé. Donc on a commencé à l'aménager en 2021, en août 2021. Mais finalement très très vite, alors le nombre de participants qui étaient 4 au tout début, c'est pas beaucoup. On est vite passé à 10, puis 15, puis 20. Et comme je le disais, aujourd'hui, 2 ans après, c'est plus de 80 jardiniers qui sont venus participer à tout ça. On s'est rendu compte que leur véritable gros besoin, c'était pas les quelques kilos de tomates ou de courgettes qu'ils pouvaient récupérer chacun, mais c'était le lien social. C'était le lien social, c'est-à-dire de finalement retrouver leurs voisins, sortir de chez eux, couper leur télé, se faire un petit apéro, un barbecue, finalement passer des moments sympas entre personnes qui se connaissaient pas forcément avant et qui aujourd'hui se connaissent. Et puis notre grand plaisir dans tout ça, c'est que vous aurez compris que le terrain tel qu'on l'a aménagé, c'est un petit peu un exemple de ce qu'on peut faire, en tout cas plusieurs petits exemples de ce qu'on peut faire en transition écologique, que ça soit au niveau de l'énergie, de l'habitat léger, de l'aménagement ou du jardinage. Et chaque fois qu'on a quelqu'un de nouveau qui vient sur ce terrain, il découvre des solutions qu'il peut appliquer chez lui à titre personnel, professionnel. Bref, c'est un espèce de petit catalogue concret de solutions qu'on propose ici et qu'on peut expérimenter par le faire et plus spécifiquement le faire ensemble. Donc c'est un petit peu tout ça. Alors en termes d'avenir concernant toujours la biodiversité, qu'est-ce qui se dessine pour vous? Est-ce qu'il y a des projets ou alors est-ce qu'il y a des vœux, des choses en tête qui sont désirables? Alors oui, il y a plusieurs projets en cours. Déjà sur le terrain de Bianca-Maria, on se sert de tout le terrain comme un espèce de labo de la revégétalisation et du retour de la biodiversité. Donc on analyse nos sols, on fait des relevés faunistiques, floristiques, on voit comment on arrive à cultiver un petit peu plus parce que la production alimentaire au cœur des villes, ça reste un sujet pour moi de taille et qui me touche en plus de cœur puisque j'adore le jardinage, la permaculture en général. Donc ça, c'est tout un tas de données en fait qui sont ultra pertinentes et qui peuvent nous permettre d'être consultés par d'autres personnes qui souhaiteraient avoir la même démarche par exemple. Et puis on a également d'autres projets un petit peu de ce type d'aménagement, alors qui sont à chaque fois différents puisque encore une fois on passe par des phases de concertation où on va interroger finalement les futurs usagers des lieux qu'on veut aménager ou qu'on va aménager avant de les construire, avant de les dessiner finalement, pour voir c'est quoi qu'ils ont envie d'avoir.
Et on est en ce moment sur un projet à Lunéville, sur une énorme friche urbaine également qui se trouve en plein milieu du quartier Niederbronzeler, donc le QPV de Lunéville. On fait également des jardins suspendus avec encore une fois ce gros volet de lien social sur certains quartiers de Nancy. On a terminé l'aménagement d'un jardin et espace culturel, on va dire, et espace pour les enfants sur le centre social Champlain de Saint-Max, qui est un très très beau jardin également. Bref, c'est un petit peu tout ça. Et ce qui est souhaitable, au fond, c'est qu'il y a un maximum d'acteurs comme nous qui aient cette démarche, un maximum d'acteurs qui aient envie de faire ce type d'aménagement, parce que au-delà de permettre aux gens de se retrouver ensemble, on crée des puits de carbone, on remet de la vie dans nos sols, on remet de la vie sur nos sols, on recrée des caches pour la biodiversité. Et si en plus on peut faire tout ça avec le sourire et entre amis, c'est juste formidable. Voilà, on vient d'écouter Damien, votre collègue de Kepos, qui nous a principalement parlé de biodiversité. Et je trouve sa conclusion intéressante lorsqu'il évoque le fait qu'on puisse faire tous ces jardins, partager ces moments entre amis et avec le sourire. C'est une notion qui revient en filigrane dans cette interview. C'est celle de lien social. En quoi vos formations, par exemple, peuvent favoriser le lien social ? Je dirais à plusieurs niveaux. Déjà, quand on fait des formations inter-entreprises, ou en tout cas, c'est des personnes qui viennent d'univers différents, déjà, le lien, il se crée automatiquement parce qu'ils viennent pour un objectif commun, mais avec des expériences différentes. Donc, ils vont comparer, expliquer, illustrer par des exemples ce que eux ressentent au quotidien, ce qu'ils vivent au quotidien, et ça va faire écho chez les autres, et ça va créer, en fait, des envies de discuter. Et ce qu'on se rend compte souvent dans les formations, en fait, c'est que il y a une partie très importante de la formation aussi, c'est les moments où il n'y a pas de formation. C'est-à-dire les moments où on déjeune ensemble, les moments où il y a des pauses, parce que là, en fait, se créent des liens, justement, entre les gens, et parce qu'ils se sont entendus parler, et puis ils se sont dit, tiens, c'est marrant, lui, il est venu en vélo comme moi ce matin, ou l'autre, il est passionné de pêche, moi aussi, j'aime bien ça. Et bien, du coup, spontanément, on va aller vers ces gens-là aux pauses pour avoir un sujet de discussion commun, et ça va créer du lien, quoi, clairement. Alors, est-ce que vous pouvez détailler les formations prévues pour cette année, en particulier celle du 9 et 14 décembre, et aussi à qui elles s'adressent et quels en sont les objectifs ? Ok, alors nous, des formations qui sont prévues dans notre programmation, il en reste 2 cette année, dont je vais vous dire 2 mots juste après, mais déjà pour bien comprendre, en fait, on propose des formations aussi bien dans notre programmation, donc qui sont du coup ouvertes à toutes et tous. Ça peut être un salarié, un agent de collectivité, un retraité, un étudiant, un demandeur d'emploi, peu importe, en fait, tout le monde est bienvenu dans ces formations-là, pour peu qu'il ait envie d'en savoir un petit peu plus sur ces questions-là. Et puis, on a des formations aussi qui se déroulent dans les entreprises, dans les collectivités, parce qu'on nous sollicite pour ces formations-là, et on en a pas mal de prévues d'ici la fin de l'année également. Pour les 2 qui nous restent là, en tout cas, qui sont ouvertes à tous, on a choisi de proposer des formations qui sont un petit peu complémentaires de notre formation de base, qu'on appelle comprendre les enjeux et passer à l'action. Parce que cette phase-là de formation, elle nous apporte des notions qui nous permettent de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de transition écologique. Mais c'est pas parce qu'on comprend mieux les choses que du coup, on est en capacité de faire différemment. Parce que c'est 2 choses différentes. On a aussi des freins, que ça soit des freins cognitifs ou que ça soit des freins émotionnels aussi qui peuvent jouer. Donc sur la fin de l'année, on a décidé de proposer 2 formations qui vont plutôt aborder ces aspects-là. Donc une première formation qui s'appelle la communication consciente, dialoguer pour agir. Et la deuxième qui s'appelle transition écologique, comprendre et lever les freins au changement. Alors, peut-être ça, c'est des titres qui sont peut-être un petit peu lourds à comprendre comme ça. Je ne sais pas si vous voulez que je détaille un petit peu. On peut les détailler pour les auditeurs, oui. Ok. Alors, par exemple, la prochaine, elle a lieu le 9 novembre. Donc ça, c'est celle sur la communication consciente. En gros, les objectifs de cette formation, c'est déjà de essayer de comprendre, d'analyser ce qui nous empêche en gros de partager nos valeurs. C'est-à-dire de parler avec les autres du fait que pour nous, oui, l'environnement, la transition écologique, c'est des choses importantes. Parfois, quand on en est convaincu, c'est pas pour ça qu'on arrive à en parler avec les autres. Donc ça nous donne des billes, ça nous permet de comprendre comment on fonctionne dans notre communication et du coup d'essayer d'aller vers les autres pour ça.
Du coup, l'effet qui se coule de ça, c'est que ça va nous donner envie d'essayer de mobiliser un maximum de gens sur ces questions-là, parce que si on arrive à en discuter, derrière, fatalement, ça va faire tache d'huile. Et puis, c'est aussi de s'entraîner à une écoute attentive, parce qu'en fait, on a tous des points de vue différents. Il y en a qui sont sensibilisés à cette question, d'autres qui ne le sont pas ou qui le sont moins. Et si on vient d'emblée avec nos gros sabots en disant « mais tu te rends compte de ce qui se passe dans la nature aujourd'hui, il faut absolument faire quelque chose », et que la personne en face, elle n'en est pas à ce stade-là, j'allais dire, de conscientisation du problème, elle va se braquer, en fait, tout simplement. Donc, il faut aussi réussir à apprendre à écouter l'autre, comprendre là où il en est, pour pouvoir, du coup, amener du dialogue derrière. Et c'est en ça que cette formation-là, elle est hyper intéressante. Et la deuxième formation ? Alors, la deuxième formation, elle a lieu début décembre, le 4 décembre. Elle, c'est sur les freins au changement, parce que il y a le frein de communication, comment je parle avec les autres et tout ça, mais il y a aussi les freins que nous apporte notre cerveau, sans qu'on en ait conscience, en fait. On est un peu câblés bizarrement, nous les hommes, on est câblés pour essayer de faire des choses automatiques pour gagner du temps, et puis pour réagir dans l'urgence s'il se passe quelque chose. Le problème avec la transition écologique, c'est que l'urgence, on sait qu'elle est là, mais en même temps, on la perçoit pas, on la vit pas au quotidien. C'est-à-dire que j'ai pas un tremblement de terre qui arrive là tout de suite, ou la fonte des glaces qui a une conséquence directe sur mon quotidien. Donc, c'est difficile pour moi de percevoir l'urgence, et donc fatalement de changer mes habitudes derrière, quoi. C'est ce qui nourrit un peu aussi tout le discours des climato-sceptiques, le fait qu'on n'a pas d'effet immédiat sur notre quotidien. Oui, c'est ça. C'est pas visible directement, donc ça veut dire qu'en gros, ça n'existe pas. Bon, c'est un petit peu facile de dire ça. En fait, il y a vraiment tout un tas de choses qui vont à la fois freiner notre prise de conscience, freiner notre passage à l'action, et puis rendre aussi moins efficaces les actions qu'on aurait envie de mener, tout simplement parce qu'il faut qu'on comprenne comment on fonctionne, nous, êtres humains, et comment notre cerveau dirige un petit peu nos pensées à notre insu parfois, quoi. Et parfois aussi, je ne sais pas si vous l'avez entendu chez les personnes que vous formez, mais il y a un sentiment d'impuissance. De se dire, le combat est trop gros, est trop vaste, c'est pas juste en triant mes déchets que je vais changer quelque chose. Tout à fait. Ça fait partie typiquement des freins qu'on évoque. Ce sentiment d'impuissance, ou ce sentiment de moi, même si je fais quelque chose, ça va rien changer, parce que de toute façon, c'est pas à moi d'agir. Il y en a qui polluent plus que moi, il y en a qui ont plus d'impact. Les Chinois, les Américains, les Australiens. À Dubaï, voilà, ce qui est vrai. Exactement. Oui, bien sûr, ce qui est vrai, tout à fait. Mais en fait, on est quand même tous responsables. Donc, l'idée, c'est aussi de se rendre compte qu'il faut se réapproprier cette responsabilité qu'on a chacun, et agir à notre niveau. Je ne vais pas demander à quelqu'un qui est payé au SMIC de révolutionner sa façon de vivre et puis de se mettre à consommer que du bio tout le temps. On se rend bien compte que ce n'est pas réaliste. Par contre, quelqu'un qui a beaucoup de revenus, dans ce cas-là, il peut peut-être revoir sa manière de consommer. Voilà, je pense que chacun à notre niveau, on est capable d'agir pour ça. Et c'est justement si on fait tous quelque chose que les choses vont vraiment changer. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la nouvelle programmation pour 2024 dire quelques mots sur ce programme en 3 étapes pour devenir acteur de la transition dans son entreprise ou dans sa collectivité? Oui, tout à fait. On a un peu changé notre fusil d'épaule, c'est vrai, pour l'année prochaine. On s'est dit qu'on allait proposer cette fois-ci plutôt régulièrement tout au long de l'année un parcours de formation en 3 étapes. Avec pour objectif global de se dire maintenant, en bout de ces 3 étapes-là, je suis armée pour pouvoir devenir moi aussi acteur de la transition, peu importe là où je me trouve. Et les 3 grandes étapes, c'est comprendre les enjeux. Premièrement, comprendre de quoi on parle. Comprendre du coup ce qui nous empêche aussi d'avancer plus vite, d'agir, parce que quand on interroge les Français, il y en a 95% qui disent « Ah bah oui, c'est vrai, la planète va pas bien, il faut faire quelque chose ». Et quand on leur demande s'ils font vraiment quelque chose, il y en a que 5% qui répondent oui. Donc on voit bien qu'il y a un gap entre comprendre le pourquoi et agir derrière. Et puis, il y a une 3e étape fondamentale aussi, c'est comment je passe à l'action. Comment je peux m'y prendre, quels sont les exemples sur lesquels je peux m'appuyer, concrètement dans mon réseau autour, sur le territoire, quels sont les acteurs sur lesquels je peux aussi m'appuyer pour mettre en place des projets ou tenir compte de ces enjeux au quotidien dans mes activités professionnelles ou autres. On a abordé le thème de la consommation tout à l'heure. Parfois aussi, c'est un manque d'information de savoir si on a une AMAP, si on a un producteur local, réseau de producteurs locaux. Donc ça aussi, ce sont des choses que vous abordez sur la consommation quotidienne. Oui. Alors, c'est vrai que nous, la plupart des formations qu'on fait s'adressent souvent à des salariés ou à des agents de collectivité, ce qui fait qu'elles ont une application plutôt au niveau professionnel. Mais en fait, ça résonne
systématiquement quand même, à titre personnel, tout ce qu'on aborde. Et en l'occurrence, c'est dans cette troisième étape du parcours qu'on aborde toutes ces solutions-là. Donc on va donner tout un tas d'astuces, de bonnes adresses, de choses tout en local, bien entendu, pour que ce soit facilement accessible et que ça aide à la prise, au passage à l'action. Donc oui, l'idée, c'est d'avoir une petite boîte à outils bien complète pour pouvoir être prêt, se sentir prêt et légitime aussi pour pouvoir agir derrière. C'est vrai que cette question alimentaire, on l'aborde assez souvent dans cette émission. Donc, c'est important pour nos auditeurs, je pense, de savoir qu'ils et elles peuvent avoir des billes pour faciliter l'accès à une alimentation un peu plus vertueuse pour la planète. Pour revenir à vos formations, où et comment elles se déroulent habituellement ? Alors, les formations que nous, on programme, elles vont se dérouler systématiquement dans notre yourte. Damien parlait tout à l'heure de cet espace qui nous a été mis à disposition par la ville de Vendeuvre. Sur ce grand jardin de Bianca Maria, on a eu, l'idée ou l'envie aussi de poser dessus un lieu de rencontre, physique cette fois-ci, où on peut se mettre aussi à l'abri. Donc c'est une yourte. C'est un habitat léger parce que ça permet de montrer aussi ce que c'est que la transition. Ça peut aussi permettre de démontrer qu'on peut être dans des endroits qui sont moins polluants pour la planète, qui utilisent des ressources renouvelables et qui sont faciles à construire aussi. Voilà, donc ça permet d'expérimenter ce lieu-là. C'est un lieu qui peut recevoir un groupe jusqu'à 15 personnes en formation. Et puis, moi, j'ai déjà eu plus d'une centaine de personnes qui sont passées. Et à chaque fois, il y a cette sensation d'apaisement, en fait, quand on est dans ce lieu-là, parce que tout est en bois, en laine, il fait bon à l'intérieur. Damien vous disait, on a aussi fait en sorte que ça soit une yourte qui produise elle-même son énergie. Donc elle a énergie positive. Exactement, elle a énergie positive. On a installé des panneaux solaires, ce qui nous permet de produire de l'énergie qu'on consomme. Et elle est positive dans le sens où on remet dans le réseau beaucoup plus d'énergie que celle qu'on consomme en réalité. Donc en fait, on participe à donner de l'énergie propre au Grand Nancy. Voilà. Et ça contribue à l'expérience, la formation de entre guillemets vos stagiaires. C'est-à-dire que là, il y a une mise en abîme en fait, finalement. Complètement. Exactement. Concrètement, ça veut dire quoi la transition écologique ? Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir un habitat qui n'a pas d'empreinte écologique ou quasiment pas, qui peut s'autosuffire en énergie par rapport à une énergie dont on a besoin à l'intérieur. Et donc, il n'y a pas à se poser de question de est-ce que c'est possible ou pas. Oui, c'est possible puisque regardez, vous le vivez là, aujourd'hui. Donc voilà, vous avez une volonté de montrer l'exemple. Quelle est votre plus grande quête aujourd'hui à Kepos ? Notre quête ultime, c'est que la majorité des gens prennent conscience de ces enjeux-là et puis se mettent à l'action. En tout cas, qu'il y ait vraiment une volonté de faire les choses différemment parce qu'on est convaincu qu'on n'a pas le choix. Voilà, et que nous, notre ambition, en tout cas, c'est d'essayer d'ouvrir les consciences au maximum. À travers la formation, à travers la sensibilisation, à travers le conseil, l'accompagnement, l'aménagement, tout ce qu'on propose au sein de la coopérative. Mais si on essaye à notre niveau de changer le monde un petit peu quand même. Alors, on va parler de quête, on va continuer sur cette histoire de quête en écoutant le morceau de Yamé qui raconte la sienne en musique. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau de Yamé qui s'appelle Quête. Et de quête, on en parle, une quête vers la transition écologique. Et on le fait avec Isabelle de Kepos. On s'intéresse à la formation, à la transition écologique plus précisément. Quels sont les avantages de suivre des formations de Kepos par rapport à d'autres organismes de formation dans ce domaine-là, des transitions écologiques ? Et je dirais qu'il y a 4 avantages, quatre caractéristiques de notre organisme de formation. Le premier, c'est qu'on accompagne les gens à devenir des vrais acteurs de dynamique de changement. On n'est pas juste là pour mettre des plâtres, essuyer les plâtres et puis cacher ce qui se passe. Mais non, nous, ce qu'on veut derrière, c'est qu'il y ait vraiment des actions concrètes qui soient mises en place. C'est aussi l'idée d'accompagner l'expérimentation. On en a déjà pas mal parlé d'expérimentation, mais ça, c'est typiquement quelque chose dans la formation professionnelle qui est encore peu développée, d'être dans un système de forme-action, c'est-à-dire on forme, mais pour passer à l'action directement derrière. Et puis, du coup, dans une idée, évidemment, qu'on s'engage, qu'il y a une idée d'engagement des personnes qui partent
passent en formation. Une autre caractéristique aussi de Kepos, c'est qu'on invite les gens à sortir du cadre. On les invite à sortir du cadre parce que déjà on les invite dans une yourte, au milieu d'un jardin, dans un quartier, Ça change. au plein centre-ville, ça change. Et puis on les invite aussi à sortir du cadre parce qu'en fait ils vont rencontrer des gens qu'ils connaissent pas, ils vont partager des expériences, ils vont rencontrer et parler de domaines qu'ils découvrent en fait, qu'ils connaissent pas non plus. Et donc l'idée c'est d'être ouvert, d'être ouvert à ces sujets-là. Et puis enfin, dernier point qui est important pour Kepos aussi, c'est la coopération. C'est pas pour rien qu'on a une coopérative. Donc on a envie de cultiver aussi chez les gens cette notion de coopération, de collectif, et puis de se dire que ensemble, on peut dialoguer, on peut coopérer, et puis on peut faire en sorte d'aller plus loin en termes de transition. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la communication consciente et la communication responsable, et en quoi elles sont essentielles dans ce contexte de transition écologique, et puis comment ces compétences sont transmises lors de vos formations? Oui. Alors, la communication consciente et responsable, c'est deux choses différentes. La communication responsable, c'est être responsable de ce qu'on dit, c'est-à-dire dire des choses vraies, pas de mensonges, réfléchir à son message pour voir comment il va être reçu. En gros, c'est l'inverse de la pub, pour simplifier. Et puis, c'est aussi réfléchir à la manière dont on va faire passer les messages, c'est-à-dire quels sont les supports qu'on va utiliser, est-ce qu'ils vont être énergivores, est-ce qu'ils vont consommer, je sais pas, si on imprime des flyers en communication, par exemple, responsable, on va faire attention au papier qu'on utilise, à l'encre qu'on utilise pour qu'elle soit le moins impactante possible pour l'environnement. Ça, c'est la communication responsable. La communication consciente, c'est vraiment l'idée de se réapproprier la manière dont on communique avec soi-même et avec les autres. Et quand on comprend mieux comment on fonctionne, c'est plus facile de comprendre comment l'autre fonctionne. Et donc, fatalement, ça aide à dialoguer, à écouter et à essayer de faire avancer le schmilblick, tout simplement. Alors, comment Kepos s'adapte aux besoins spécifiques des participants pour favoriser la coopération? Et puis surtout, vous avez parlé de freins tout à l'heure. Comment on peut lever les freins au changement, à la transition écologique? Alors, ça fait deux questions complexes. Déjà, comment on s'adapte? Comme on a évoqué Calliope tout à l'heure, le fait qu'on soit certifié Calliope fait que l'adaptation aux différents stagiaires, c'est une exigence de qualité. Donc, on a eu l'occasion d'accueillir dans nos formations des personnes malentendantes, des personnes malvoyantes et ainsi de suite. Donc, on prend en compte et on essaye d'être le plus inclusif possible dans les stagiaires, enfin, pour accueillir les stagiaires que l'on reçoit. Et puis, on va s'adapter aussi à chaque besoin, en fait. Des personnes qui viennent en formation, même si c'est une formation commune, on va dire, avec le même titre, ils viennent pas pour les mêmes raisons. Et donc, nous, on a à cœur aussi de bien prendre en compte leurs attentes à chacun pour essayer qu'à la fin de la formation, ils repartent satisfaits et que toutes leurs attentes soient bien remplies, on va dire. Et puis, rappelez-moi votre deuxième question. Alors, la deuxième question, c'était sur les freins. Comment favoriser la coopération et puis lever les freins au changement? Lever les freins au changement, en fait, il y a plusieurs pistes qui peuvent nous aider à ça. C'est déjà avoir conscience, en fait, qu'on n'est pas maître complètement des décisions qu'on prend. C'est-à-dire que dans notre quotidien, en fait, on a tout un tas de biais, ce qu'on appelle les biais cognitifs, qui vont agir à notre place et ils sont utiles, puisqu'ils... Lesquels, par exemple? Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les biais émotionnels ou... Alors, il y a ça aussi. Alors, j'ai pas un terme précis de biais qui me vient en tête là tout de suite, mais... Des exemples? Je réfléchis. Alors... Ça peut, en tout cas, ce sont des éléments qui vont influencer notre passage à l'action ou le fait qu'on reste un peu conscient mais inactif. Oui, c'est ça. En fait, c'est tout des réflexes ou des habitudes que notre cerveau a mis en place pour nous faire gagner du temps, parce qu'on gère toute une série d'informations à la minute. On a un cerveau très développé, donc du coup, on est très intelligent pour ça, mais du coup, notre cerveau nous aide énormément à gérer toutes ces informations. Sauf qu'on a besoin d'avoir des raccourcis aussi, parce qu'on n'est pas en capacité d'analyser et d'avoir vraiment une approche cognitive et raisonnée de tout ce qu'on fait, au quotidien. On est plein d'habitudes, en fait, pour nous faire gagner du
du temps. Et ces biais-là, ils influent justement sur ces comportements et sur ces habitudes. J'essaie de réfléchir à un exemple. Un exemple de biais cognitif, par exemple, c'est le biais de répétition. On va répéter tout le temps la même chose et du coup, ça va devenir une habitude derrière. Et c'est en publicité, par exemple, c'est énormément utilisé parce qu'on va vous balancer tout le temps la même pub pour vous donner envie d'acheter le produit. Parce que voilà, votre cerveau, il aime bien les habitudes, il aime bien les choses répétées et donc du coup, il va être plus attentif à un message répétitif qu'à un message qui n'arrive qu'une seule fois, par exemple. Voilà. Et donc, quand on a conscience de ça, donc quand on met cette petite lunette de traduction de comment fonctionne notre cerveau, et ben du coup, on peut s'apercevoir quand ces biais sont à l'usage ou pas, quand ils sont en train d'arriver et quand ils influent nos prises de décision. Et du coup, on peut s'en prémunir en se disant, oula, attends, je vais pas réagir trop vite, je vais pas prendre trop vite une décision. Je prends l'exemple de la consommation, ça peut être, voilà. C'est les soldes, il faut aller acheter. Voilà, absolument. Par exemple, c'est les soldes, il faut aller acheter. C'est moins 80%, donc je dois acheter parce que je fais une bonne affaire. Exactement. Voilà, exactement. C'est tout à fait le genre de message que le marketing utilise à volo parce qu'ils ont bien compris comment fonctionnent ces biais cognitifs sur notre cerveau. Et du coup, ils s'en servent à notre escient puisque nous, on n'a pas conscience de ça. L'idée avec la transition, c'est de se dire que fatalement, ça a un impact aussi sur nos comportements en termes d'éco-responsabilité. Donc, comment est-ce que je peux me prémunir des effets négatifs de ces biais cognitifs, par exemple, et comment je peux les repérer et comment je peux essayer de faire en sorte d'atténuer leurs effets aussi, ou en tout cas de prendre ce temps de recul, de réfléchir et d'avoir un comportement le plus rationnel possible par rapport aux informations que je connais. Donc finalement, ces formations-là, pour lever les freins au changement, elles permettent en fait de mettre une barrière et d'apprendre à se connaître un peu soi-même. Exactement, oui. Et pas que soi-même, mais les autres aussi, parce que finalement, la façon dont une personne va réagir, on va pouvoir se dire, là, il doit y avoir tel biais ou tel biais qui est en jeu, ou qui agit à ce moment-là, parce que sa réaction, me paraît disproportionnée ou bizarre, ou en tout cas pas adaptée à ce qu'on est en train de se faire ensemble ou de dire ensemble. Du coup, ça permet d'avoir vraiment une grille de lecture complémentaire. Vous avez parlé de faire ensemble. Pourquoi il est important d'encourager l'intelligence collective dans le cadre de ces formations? Et puis comment vous intégrez ça J'ai envie de réagir à ce que disait Damien tout à l'heure. Il parlait de l'importance du lien social et que finalement, il s'était rendu compte que dans les projets d'aménagement, ce qui avait surtout attiré les gens, c'était pas tellement d'avoir des légumes, mais c'était plutôt de se retrouver. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important par rapport à la transition. C'est qu'en fait, les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, en fait, c'est un seul et même enjeu. C'est un enjeu de société globale. C'est se réapproprier son environnement, mais dans tous les sens du terme, son environnement social, les gens autour de nous, nos amitiés, nos relations, tout ça, ça fait partie d'une façon de vivre différemment. En fait, nos anciens, ils avaient beaucoup de bon sens par rapport à ça. Donc, il faut peut-être simplement revenir à des petites choses qui faisaient du bien et qui étaient moins proches de nos désirs de consommation qu'on a aujourd'hui au quotidien, quoi. Alors on arrive à la fin de cette émission. Pour les auditeurs qui pourraient être intéressés par vos formations, comment ils peuvent s'inscrire ou obtenir un peu plus d'infos ? C'est très simple. Moi, je les invite à m'envoyer un mail à l'adresse formation@kepos.fr, KEPOS. C'est moi qui reçois cette boîte mail-là. Donc, le plus simple, vraiment, si vous êtes intéressé par une des formations qui vont avoir lieu fin d'année ou par le parcours qui sera mis en place l'année prochaine ou par tout type d'autres formations qui pourraient vous être utiles. Nous, on fait aussi des formations sur mesure, vraiment adaptées aux besoins de chacun. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur formation@kepos.fr. Et merci beaucoup Isabelle d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et puis d'être venue sur ce plateau pour nous parler de ces formations à la transition écologique. On va se quitter en musique avec Charles Bradley qui fait un constat, c'est que le monde va mal et le monde part en flammes. On écoute Charles Bradley. Merci, et puis Lionel. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. RCN, www.rcn-radio.org